Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Quoi de neuf. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Juliette Esmeralda qui nous parlera de beaucoup de choses qui vont vous intéresser, mesdames, mais aussi messieurs, de la Martinique et d'ailleurs. Vous allez pouvoir voir cette émission sur Internet, sur Facebook. Donc, ça concernera tous ceux qui sont un petit peu dans tous les pays. Vous verrez que c'est un sujet très intéressant. Nous parlerons de ce nouveau livre de Juliette Esmeralda. Bonjour Juliette. Bonjour Emmanuel Granier, merci de me recevoir. C'est avec plaisir, tu es chez toi ici, hein, pour le savoir. Merci. Pour le savoir. Oui, j'ai un peu de peine, je ne dirais pas à mes téléspectateurs que je prends un peu de recul. On verra, peut-être que je serai de retour. Bien. Voilà. Merci beaucoup parce que les débats que tu animes avec beaucoup de passion, sont écoutés un petit peu de partout. Oui, je crois même qu'en Belgique, Manuela m'a expliqué qu'il y a une dame qui a été impactée par ça. Non, mais je... Partout. Je pense que partout, il n'y a pas de souci. Alors, ce nouveau livre, ça te fait combien de parutions? Combien de livres déjà écrits sur ce sujet? Sur le sujet du cheveu du corps, ça va être le 5e, 6e. Voilà, parce que j'ai fait aussi pour les ados un livre qui s'appelle La poupée d'Isis. Mais j'ai entre peau noire, cheveux crépus, du cheveu défrisé aux cheveux crépus, les cheveux d'appoint, La poupée d'Isis et maintenant modernité occidentale. Et je travaille sur un autre thème actuellement. Ça fait 5-6, mais il y a aussi des articles que j'ai écrits autour de ça, qui sont publiés dans des revues scientifiques. Alors celui-là, c'est modernité occidentale, tombeau de l'esthétique négro-africaine, l'altérité masquée. Alors déjà, est-ce que nous, Noirs, on a honte de nos cheveux crépus? Ou est-ce qu'on a honte d'être noir? Il faut qu'on essaie de se blanchir la peau. Nous connaissons des exemples célèbres, Michael Jackson, entre autres. Est-ce que nous avons honte de notre négritude? Eh bien, il y a un problème, mais ce que j'essaie d'expliquer, c'est d'abord qu'il y a ce phénomène-là, mais à quoi il est dû? Parce que l'intérêt de la sociologie, c'est pas de venir culpabiliser, mais c'est de dire aux gens, voilà, il y a un phénomène qui est là, il faut l'interroger, et à quoi est-ce qu'il est dû? Donc, dans le premier ouvrage que j'ai appelé Peau noire, que mon éditrice a appelé Peau noire, cheveux crépus, il est question de retracer l'histoire du défrisage. Pourquoi on fait ça? Et en fait, ce qu'on comprend, et c'est pour ça que le travail que je fais doit balancer sans arrêt entre l'Afrique, qui est la société d'origine pour ses coiffures et tout ça, et nos sociétés où nous avons été colonisés par un autre peuple, et qui nous a, dans le process de colonisation, utiliser aussi son corps comme modèle. Il n'y a pas seulement sa technologie, son savoir, etc. Il y a aussi son corps qu'il présente en modèle et qui dit aux gens, voilà, c'est moi le canon esthétique, les codes, c'est moi qui les ai, et c'est moi qui vous dis à la limite que vos corps dans tel lieu doivent se remanier pour être acceptés. Et c'est ce que font les gens jusqu'à aujourd'hui, parce que les valeurs dominantes restent occidentales. Alors, c'était ça déjà aussi dans les télévisions. À l'époque, si on remonte à l'époque de l'ORTF ou des RFO, on ne voyait pas de Martiniquais pure souche à la télévision. Oui, on choisit d'ailleurs encore dans beaucoup de médias et de milieux un type qu'on favorise, qui est plus métisse. D'ailleurs, faudrait discuter autour de cette problématique-là parce elle commence à peser beaucoup. Le type métisse ou mulâtre qui est plus proche du blanc et que le blanc tolère plus facilement quand il a à faire des choix. Et ces choix-là sont, j'allais dire, basés sur des principes biologiques. Il n'y a pas d'histoire de culture, c'est vraiment l'apparence, le corps. Alors que nous, quelles que soient les faciès que nous avons aujourd'hui, nous prétendons avoir une culture. Et c'est celle-là qu'on essaye de défendre au-delà de nos faciès, parce qu'on ne va pas revenir sur l'histoire. Ce qu'on a fait de nous, des mélanges, qui soient volontaires ou pas, nous sommes maintenant... Mais c'est dans nos têtes quelle culture nous occupe et nous donne le sens de nos vies et nous donne envie de nous battre pour avoir, par exemple, un espace à nous, où on va s'exprimer en martiniquais, librement. Ça expliquerait aussi peut-être que ce sont des métropolitains, des Français de France, en fait, qui sont à la tête de la police, les juges, un certain nombre, toutes les administrations en ce moment. Quand bien même que Nicolas Sarkozy avait dit à l'époque, on devrait privilégier le martiniquais
à hauteur de diplôme équivalent. Oui, mais bon. Ça, c'est guère fait, on a Non, mais l'impression. la France dit beaucoup de choses qu'elle ne fait pas. Je regarde en ce moment, c'est beaucoup ce qu'elle fait en Afrique et c'est terrible. Elle fait exactement le contraire de ce qu'elle dit, mais elle se maintient dans son discours qui est une arme de guerre. Il faut que nous comprenions aussi comment fonctionne notre dominant. Et notre dominant utilise le mensonge, en veux-tu, en voilà, pour imposer. Et pendant que nous sommes, nous, persuadés que la parole a de la valeur, parce que nous venons aussi en grande partie d'une civilisation où la parole est sacrée. Eh bien, ça n'est pas vrai chez l'occidental. C'est d'abord le mensonge pour des raisons stratégiques, puisqu'ils vont à la conquête d'autres peuples, d'autres cultures, et pour leur permettre d'agir librement, ils utilisent le mensonge. C'est une arme de guerre. Elle est puissante parce que beaucoup de nos peuples, notamment, n'ont pas compris que la parole n'a pas le même statut chez l'occidental que chez nous, afro-descendants, voilà, etc. Alors, on va revenir à cet ouvrage, Modernité occidentale, tombeau de l'esthétique négo-africaine, l'altérité masquée, qu'on voit d'ailleurs à l'écran, déjà en vente partout. Oui, ou en librairie, dans toutes les librairies, bien sûr. À Paris, à la librairie Tamri, ici, dans les librairies antillaises. C'est pas vendu à la FNAC en France? Je ne sais pas. Ici, j'ai demandé à la FNAC d'ouvrir un compte parce que c'est comme ça que ça marche. Oui, oui. Mais ils me disent oui, et puis j'ai pas de réponse. Théoriquement, ça aurait dû être là à la FNAC aussi, à Fort-de-France. Pour le moment, c'est la librairie antillaise qui l'a demandé. Uniquement. D'accord. Non, enfin, il y a une librairie à Saint-Joseph qui s'appelle la Kosankofa. On le trouve là, dans le bourg. On le trouve donc dans toutes les librairies antillaises. Et puis à Tamery, à Paris, on peut l'avoir plus les autres, hein, tous les autres. D'accord, voilà. Très bien. Alors, Juliette, alors pour ce livre-là, tu peux nous expliquer un petit peu ce que j'ai voulu faire? Oui, ce que tu vas faire et dire. Alors, je l'ai intitulé Modernité occidentale parce qu'en fait, tombeau de l'esthétique négo-africaine et surtout l'altérité masquée. Il s'agit de montrer que dans l'esprit Mais pardon, le mot est fort, hein? Tombeau. Oui, tombeau, parce que toutes les populations traditionnelles ont abandonné leur code esthétique, leurs pratiques, leur savoir-faire pour adopter une esthétique qu'on leur vend dans les supermarchés, qu'on leur vend dans les endroits où on vend des faux cheveux, qu'on leur vend. Enfin, ça fait partie de la modernité que d'aller acheter les accessoires dont on a besoin pour se rendre belle, alors que dans la civilisation africaine, afro-descendante, dans ce que nous avons gardé, nous ici, nous avons des codes qui ne correspondent pas à ceux de l'occidental. Et pourtant, à cause de la colonisation, l'Occident a réussi à faire croire au peuple, pas seulement aux Africains, mais les Indiens font ça aussi, ils se blanchissent beaucoup la peau, ils adoptent au Moyen-Orient, on voit dans le monde, les canons occidentaux sont privilégiés. Et du coup, le fait que ces peuples-là sortent de leur culture, de leur canon, de leur savoir-faire, fait que ils se déguisent un peu. Quand on regarde beaucoup des nôtres avec leur façon de s'accessoiriser, de se rendre belle, on a l'impression parfois qu'on est un peu dans un carnaval, parce que c'est assez récent comme stratégie de substitution. Parce que c'est quand on est ancré dans des pratiques depuis longtemps, qu'on les maîtrise, qu'on sait aussi à quelles occasions on se met comme ci et comme ça. C'est quand on est dans ces traditions-là, qu'on est bien assis sur son socle culturel, qu'on se rend vraiment joli, parce que c'est être beau ou belle, c'est aussi la confiance qu'on a en soi et qui se reflète. Et du coup, les gens croient que c'est en mettant des couches de peinture, des ongles très longs, des faux cils qui arrivent jusqu'au front, que c'est de la beauté. Non, ça c'est un maquillage. C'est pour ça que j'ai appelé ça l'altérité masquée. Tout ce qui peut permettre aujourd'hui à nos gens de déguiser leur négrité ou leur négritude, eh bien, c'est utilisé parce qu'il y a une industrie derrière qui leur dit que ce qu'ils sont, ce qu'ils étaient, ce qui est à eux vraiment, c'est pas bon. C'est traditionnel, c'est dépassé, c'est paysan, c'est voilà. Donc c'est ce qui est urbain, civilisé, qu'il faut adopter. Et le mot tombeau signifie bien que cette esthétique-là, elle a enterré en fait l'esthétique traditionnelle, afro, indo, tout ce qu'on veut.
Mais tu n'as pas l'impression que les gens reviennent un petit peu aux cheveux naturels, ils reviennent un petit peu suite probablement à tes émissions, à tes écrits. Mais j'ai l'impression un petit peu que les gens reviennent un petit peu à ça. Eh bien, c'est à force de travailler et c'est pour ça que je continue. Et merci Mano de me poser la question. À force de travailler, de ne pas lâcher cette problématique-là. Parce que pour moi, la problématique, tu sais, quand les colons sont allés en Afrique ou ailleurs coloniser, ils ont dit, on ne va pas se contenter de coloniser leur territoire, il faut coloniser leur corps. Mais ce discours-là, les nôtres ne l'ont pas entendu. Et ils croient que ce qui se fait au niveau de l'esthétique, au niveau de l'imposition de canon, que c'est naturel, qu'on fait des choix. C'est faux. Il y a une volonté derrière de dire, de sortir les gens de leur corps, de ne prendre d'ailleurs que les corps qu'on a voulu métisser et de ne pas accepter les corps qu'on trouve trop, entre guillemets, noirs, et donc de faire une sélection au sein même de notre peuple où nous avons ces racismes-là qui sont agissants. Hein. Tu vois, les gens qui sont trop noirs, on a une parole imbécile qui dit « il est bleu ». Il est pour le mépriser, alors que en ce moment il y a énormément de travaux sur la mélanine et on demande, on supplie les gens de préserver leur mélanine, parce que même contre Tchernobyl, on a vu que tout ce qui contenait de la mélanine a pu survivre, alors que tout ce qui était trop pâle a disparu. Donc la mélanine, c'est puissant, et c'est pas par hasard que le bon Dieu, je ne sais qui, l'a donné au peuple premier, qui le distribue, puisque le génome humain est chez lui. Il le distribue. Donc la mélanine, c'est puissant, mais comme nous sommes un peuple d'ignorants et persuadés que c'est la décoloration qui est importante, eh bien nous sommes dans beaucoup d'erreurs, et nous martyrisons les nôtres qui ont la peau plus foncée. Donc oui, je réponds à ta question, c'est Peau Noire, Cheveux Crépus, qui a 17 ans aujourd'hui, qui a lancé cette réflexion autour du corps. Dans tout l'espace francophone, en tout cas, on me dit oui, c'est pas moi qui, je ne veux pas dire c'est moi qui, mais c'est le premier travail sociologique qui a lancé cette problématique au plan identitaire, au plan de l'esthétique, au plan de l'histoire, puisqu'un sociologue doit être aussi un bon historien. Et donc en mettant ensemble toutes les sciences humaines, anthropologie, ethnologie, sociologie, psychologie sociale, dont je ressors aussi, et que ce livre-là a été une espèce de canon, de coup de canon dans le paysage idéologique, intellectuel, et que jusqu'à aujourd'hui, 17 ans après, on fait comme si c'était un livre. J'ai encore des demandes d'interview sur ce livre-là, alors qu'il y en a plusieurs entre les deux, mais les gens ne voient, et il prend toute la place encore, alors que j'ai des travaux à Preston qui sont aussi riches et qui abordent la problématique sous d'autres facettes. Lorsqu'on entend des femmes, des jeunes femmes, ou des femmes, point, ou des hommes, qui disent il faut faire des enfants avec des gens qui ont la peau claire, des métisses, des mulattes, il faudrait clécir à cela, il faudrait bien anticoulé, chapé, ça veut dire quand même que le mal, il est profond. Oui, le racisme est là. Parce que dire qu'il faut que ton enfant ait une peau claire, ça veut dire en français qu'il pour échapper, pour qu'il ait une chance de s'en sortir en réalité. Oui, mais ça te montre combien les peaux noires sont ostracisées chez nous. Et quand je dénonce, y compris dans mes émissions, le racisme essentiel qu'il y a chez nous, je ne suis pas en train d'inventer des Mais même entre nous en plus. Hein, non, mais c'est ce que je te dis. C'est ce que je dis. Entre nous, les plus clairs sont d'ailleurs les plus favorisés, puisqu'on a vu tout à l'heure qu'il y a une sélection pour mettre des types métis ou mulâtres dans les médias, dans les postes à visibilité publique, etc. Donc, ce qui est important qu'on comprenne, c'est que, effectivement, alors je veux par rapport à la question que tu poses, qui est essentielle, on a encore cette idéologie d'essayer d'échapper à sa noirceur, donc de blanchir la race, etc. C'est conscient ou inconscient, ça dépend. Chez beaucoup d'entre nous, en tout cas, ça reste assez inconscient, mais on ne sait pas pourquoi. On est après, effectivement, on fait la chasse aux peaux claires,
Et effectivement, les femmes à peau claire, tout ça, elles ont beaucoup plus de chances sur le marché du mariage que les femmes foncées. Et les femmes foncées, on les veut souvent comme partenaires sexuels, mais pas comme partenaires mariage. Et c'est pour cela que c'est important qu'on comprenne comment fonctionne une société. Parce que le mariage, c'est pas un sentiment, c'est une institution. Et quand les gens cherchent pour se marier des femmes claires ou des hommes clairs, ils sont dans quelque chose qui entretient ce racisme social. Mais ce que je voulais te dire, c'est que comme j'ai travaillé sur beaucoup d'autres choses, pas seulement sur le corps et les cheveux, je travaille sur nous en gros, eh bien, j'ai découvert que depuis l'esclavage, parce qu'il y a des ministres ou des gens qui venaient, des administratifs, qui venaient à la Martinique et qui disaient que les femmes noires ne faisaient pas beaucoup d'enfants. En fait, il y avait beaucoup d'infanticides parce qu'elles voyaient les conditions dans lesquelles l'enfant allait naître et elles ne voulaient pas qu'ils vivent en esclaves. Mais il y avait aussi le fait qu'elles avaient, puisque les colons, soit par le viol, soit par l'abus, puisqu'ils étaient les maîtres de ces personnes, ils utilisaient les femmes noires donc comme jouet sexuel. Et il se trouve que les femmes noires ont observé très tôt que quand elles mettaient au monde des enfants mulâtres, ils avaient plus de chances que les enfants noirs parce que on les envoyait, les noirs, on les envoyait au champ, ils étaient utilisés comme de vrais esclaves, alors que les petits mulâtres, le maître pouvait intervenir et les protéger davantage. Depuis ce temps-là, tu vois, il faut qu'on comprenne que ça nous vient de très loin. Depuis ce temps-là, nos femmes, beaucoup de nos femmes, ont décidé qu'il fallait faire des enfants plus clairs pour qu'ils ne soient pas sous le joug de l'esclavage, comme l'étaient les enfants plus noirs. Donc tu vois, la question du génocide, en fait, elle est ancienne et elle est dans notre ADN. Et si on ne réfléchit pas, c'est pour ça que je propose ces réflexions-là, si on ne réfléchit pas sur ça, notre peuple noir, qui est noir de peau, cheveux crépus, on va continuer à lui dire qu'il n'est pas essentiel, alors qu'il est essentiel à l'humanité. Aujourd'hui, tu sais, les gens font des travaux sur la mélanine pour pouvoir aller sur Mars, parce qu'ils ont remarqué que les gens qui ont de la mélanine survivent mieux, supportent mieux. On regarde même pour le Covid en Afrique, les gens sont beaucoup moins touchés que dans les pays occidentaux. Donc, cette question de la mélanine qui est précieuse, il faut la préserver. Il faut qu'on arrête le génocide. Il faut qu'on continue le génocide parmi nous-mêmes. Il faut qu'on continue à travailler à la connaissance. Et donc, ce livre, La modernité occidentale, est basé sur une enquête qui nous montre que même sur le continent africain, continent mer, eh bien, nos femmes se couvrent la tête avec des postiches et quand on leur demande pourquoi elles font ça, elles disent que ça fait plus propre, que c'est pour sortir et c'est vraiment pour la société. Et c'est là qu'on voit qu'il faut distinguer ce qui est de la personne elle-même et ce qui est des contraintes que la société impose à la personne. Et on voit bien que donc tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est basé sur une société qui en fait ne nous appartient pas. Et c'est le dominant qui fixe les règles. Et tu vois, on les subit de manière extraordinaire parce qu'on réfléchit pas sur pourquoi on fait ce qu'on fait. Mais en tout cas, c'est ce que je propose dans mes travaux. Et paradoxalement, on voit qu'il y a beaucoup de femmes blanches, pardon pour cette expression, mais qui vont faire de la chirurgie esthétique pour avoir de belles fesses comme les noirs. Parce que on est de beaux objets et que le blanc, comme il va prendre les matières premières en Afrique, comme il va exploiter celles qui sont ici, il regarde aussi le corps noir. Et il y a beaucoup de choses que les blancs prennent du corps noir, notamment son énergie, sa sportivité, sa musculature, tout ça. L'Égypte, la Grèce antique n'est pas faite d'Apollon. Ce sont des corps que les Blancs voyaient sur les Africains, des pharaons de l'Égypte antique qui étaient noirs. Et ils les ont sculptés parce qu'ils ont toujours eu envie de ces corps-là. Il n'y a pas que les femmes blanches qui prennent le corps des noirs, ou bien qui adaptent certaines parties du corps qui les avantage. Il y a aussi l'homme blanc qui l'a fait depuis des millénaires. On n'a qu'à regarder les statues de l'Égypte antique, de la Grèce antique pour comprendre et voir les pharaons à côté pour comprendre que voilà, il y a eu une espèce de, d'ailleurs ils disent quand eux les Grecs qui étaient plus honnêtes que les Français, ils disent que c'est bien des Grecs qui ont tout des Noirs de l'Égypte antique qu'ils ont tout appris, toute leur science. En tout cas, c'est une très belle émission, c'est très très bien, mais je pense que
Manuela aurait dû nous proposer un libre antenne de 2 heures, parce que là, vraiment, il y a tellement de choses à dire. Il y a tellement de choses à dire. Et j'ai vu qu'elle me fait signe déjà qu'on a dépassé le temps. Ah, d'accord. Donc, malheureusement, on sera obligé d'arrêter là, Voilà. Juliette, sinon on risque d'avoir le Mais générique. si tu as de la demande, moi je reviens volontiers, parce que en plus, il y a tellement de choses que les gens ignorent, c'est passionnant. Non, mais c'est vrai que c'est passionnant. Et l'histoire, tu vois, quand tu sors du cheveu, tu peux pas parler du corps et du cheveu sans parler de toute l'histoire. Ouais. Et de la nôtre, depuis le continent jusqu'à maintenant, et ce que nous sommes devenus. Donc c'est une totalité qu'il faut que les gens arrivent à appréhender et pour qu'ils en fassent quelque chose. Parce que moi, faire ça, c'est pas pour dire raconter, c'est pour dire comment on va améliorer nos relations, soulager les nôtres qui souffrent de nos racismes au quotidien, et puis essayer de se protéger aussi contre une idéologie qui ne vient pas de nous, mais qui nous détruit, qui prend beaucoup de place dans nos vies, parce qu'on n'y met pas de frein. Et il faut qu'un jour on dise, mais on n'est plus des meubles, enfin. Hein? Ouais. Et on n'est plus des meubles. Ça veut dire... Hein, ça nous renvoie à un statut bien ancien qui n'est pas tout à fait abrogé. Le code noir. Le code noir n'est pas abrogé. Il n'est pas abrogé jusqu'à ce jour. À ce jour. Juliette, merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu. Je t'en prie, c'est avec plaisir. On rappelle, Manuela, le titre de l'ouvrage, s'il te plaît. Voilà, Modernité occidentale, tombeau de l'esthétique négro-africaine, l'altérité masquée. Et nous reviendrons avec plaisir avec Juliette pour parler encore de ce livre, mais aussi des anciens. Et puis il y en a un autre entre les deux, c'est Cheveux d'appoint, postiche, rajout, perruque, que les gens connaissent peu, mais il est passionnant. Je suis remontée à jusqu'à 6000 ans pour faire l'historique des coiffures que nos femmes portent ici, des rajouts, des tresses, c'est extraordinaire et il y a beaucoup de photos pour montrer. On fera une belle émission avec ça. D'accord. Merci beaucoup, Juliette. Volontiers. Merci. Merci, Manuela, de nous avoir permis de dépasser. Merci. Bonne journée chez vous et à très vite sur Zouk Télévision. Voilà. Merci.